Allez, c'est parti, c'est parti. Donc aujourd'hui, eh bien, suite du feuilleton, j'ai déjà dit ça la fois dernière, suite du feuilleton sur l'hégémonie bourgeoise. Donc là, aujourd'hui, c'est le titre exact. Je me suis amusé à faire ce titre à rallonge. La reconfiguration de l'hégémonie bourgeoise dans l'entreprise après la révocation du compromis fordiste au tournant des années 1970-1980. Et on reprend sa respiration. Alors, je vais commencer par commenter ce titre. Donc, ce titre dit plusieurs choses. Il dit d'abord qu'il y a une hégémonie bourgeoise dans l'entreprise qui change de paradigme, qui change de paradigme à un moment donné. Le mot c'est « elle se reconfigure ». Deuxièmement, ce que dit le titre, c'est que ce changement de paradigme il se produit au tournant des années 70-80. On va commenter tout ça. Et troisièmement, on passe d'une domination qui s'inscrivait dans une logique fordiste, le compromis fordiste, cette formule, cette expression je l'utilise souvent, à un autre type de domination qui n'est plus fordiste. Certains disent post-fordiste. Bon, on va regarder tout ça. Et ce sont des messages qui gisent dans le titre et qui suggèrent trois questions. Qu'est-ce que le fordisme? On va y répondre. Quel est le nouveau régime qui lui succède? Le nouveau régime d'hégémonie, on va voir ça. Et puis, pourquoi est-ce que ce tournant se fait pourquoi le changement se fait au tournant des années 70-80? Voilà, donc 4 parties pour cette conférence. Le contexte socio-économique d'après-guerre, ça c'est première partie. Deuxième partie, la régulation fordiste. Nous allons voir ces deux parties aujourd'hui. Et troisième et quatrième partie. Troisième partie, le tournant du néolibéralisme. Quatrième partie, l'affaiblissement des défenses du monde du travail. Quatrième partie, et ça ce sera donc la semaine prochaine, et non pas dans 15 jours, mais la semaine prochaine. Les références bibliographiques, il y en a une principale, c'est un gros bouquin qui est un classique maintenant, qui s'intitule « Le nouvel esprit du capitalisme », je l'ai déjà évoqué, de Luc Boltanski et Ève Chiapello, aux éditions Tel Gallimard en 2011, première édition en 1999. Et j'ajouterai pour un certain individu qui est à ma gauche, ça doit faire à peu près 700-800 pages. Et deuxième référence, Grégoire Chamaillou, livre déjà évoqué, La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire. L'intérêt du livre, sans doute je l'ai dû déjà le dire, c'est que là, c'est la description de la société américaine d'après-guerre. Et je propose un abrégé de ce livre sur mon blog dans le site des Amis de la Liberté. Donc vous bidouillez, vous trouverez, hein, vous tapez Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable, vous trouverez ça. Et puis, dernière référence, eh bien c'est l'ensemble des conférences de l'année dernière, le néolibéralisme contre la démocratie, les 6 conférences, et qui sont sur le site des Amis de la Liberté, traces écrites et traces vidéo. Le contexte socio-économique d'après-guerre. Donc, dès avant la fin de la guerre, dès 1940,
1944, avant la fin de la guerre. Les Alliés préparent l'avenir, préparent l'après-guerre. Le 10 mai 1944, Déclaration internationale des droits à vocation universelle. Ah, tu es là, toi, Sergio. Après, tu t'en vas. Demain matin pour la dernière fois. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Il y a des chaises là, si vous voulez. Un Italien. Ça va? Ça va. Philosophe. Donc, Déclaration internationale des droits à vocation universelle, dite aussi Déclaration de Philadelphie. Et comme elle a ouvert le banc, Alain Suppiot, qui est un prof au Collège de France, eh bien, il a intitulé un de ses livres « L'esprit de Philadelphie ». Voilà, c'est le texte qui a ouvert une série d'initiatives. La même année, en juillet 1944, accord de Bretton Woods. C'est complètement autre chose, c'est la finance, c'est le dollar dans le système international. On souffre encore. Oui, enfin, on n'a plus la convertibilité du dollar qui est arrêtée en 71. Il n'est pas d'accord. Justement, c'est ce que tu avais dit. Voilà, c'est Nixon. Hein. Nixon, 71, inconvertibilité du dollar, donc la dette, comme on veut. En octobre 1945, création de l'ONU. Et en décembre 1948, Déclaration universelle des droits de l'homme. Bon, là, vous avez un paquet. On est dans le juridique, le symbolique, le politique, le juridico-moral. Vous dites tout ça comme vous voulez. Hein. C'est des droits. Ils sont presque tous bafoués. De toute façon, même en France, on bafoue notre propre constitution. Donc, mais ils existent, ce sont quand même des points d'appui. Sur le plan économique maintenant, les Occidentaux veulent renouer avec le régime d'accumulation qui prévalait avant la guerre, avant la Deuxième Guerre, mais sans les défauts de ce régime d'accumulation d'avant la guerre. C'était quoi les défauts? C'est que l'accumulation finissait toujours par déboucher sur des crises cycliques, certaines d'entre elles étant particulièrement ravageuses. Évidemment, crise de 29, bien sûr, mais la crise de 29, on devrait plutôt dire la crise des années 30, plutôt. Hein, crise de 29, on fait un zoom, mais c'est la crise des années 30. Toutes les années 30, il n'y aura aucun rebond de l'économie occidentale, c'est-à-dire capitaliste. Donc ils veulent renouer avec l'accumulation, mais sans les défauts. Et donc, et quel était le défaut? Ils ont fini par... Ils le savaient depuis longtemps, depuis le début, bien sûr, mais il a bien fallu qu'ils finissent par mettre des mots dessus. Le défaut, c'était l'absence de consommation. C'est bête comme chou, mais c'est l'absence de consommation. Donc, le paradigme économique recherché après la guerre, c'est accumulation plus consommation. On n'a pas donné ce nom-là au paradigme, c'eût été peut-être un peu provocateur, mais on lui a donné un nom qui résonne un peu, qui est un peu plus poétique, c'est le fameux compromis fordiste dont je parle si souvent. Et quand on dit accumulation, c'est accumulation de quoi? Du capital. Du capital. C'est que ça, un peu. Moyen. Quand on dit capital, c'est Moyen de production. Moyen de production de toutes sortes, et aussi capital financier. Même si, en 45-50,
Nous ne sommes pas encore dans le système financier que nous connaissons aujourd'hui. Pas du tout. Hein. Le capitalisme industriel a encore de beaux jours devant lui. Hein. Ça ne va pas durer, mais... Alors, accumulation plus consommation, le compromis fordiste. Dans ce nouveau système, le mécanisme, il est lequel? Les gains de productivité, au lieu d'être affectés au profit, ils sont affectés soit à la baisse des prix, soit à la hausse des salaires. Et pas l'investissement. Alors, soit à la baisse des prix, soit à la hausse des salaires. L'idée étant que cette affectation primaire, on va dire affectation primaire, génère un niveau d'activité qui va, parce qu'il y a de la consommation, génère un niveau d'activité qui va permettre des investissements très, très larges, très vastes, très importants. Donc l'idée, c'est toujours bien de boucler sur les profits. Pas d'erreur, on n'est pas des samaritains. Donc il s'agit bien de finir toujours par retomber sur des profits. Mais la boucle macroéconomique, c'est celle que je dis. Bon. Elle a formidablement fonctionné pendant 30 ans. 30 ans. Super bien fonctionné. Jusqu'à ce que ça se dérègle à la fin des années 70, 80. On va y venir. Il y avait une autre raison pour le compromis fordiste. C'est laquelle? Pourquoi fallait-il, comme ça, d'un seul coup, d'un seul, être gentil avec les salariés, faire des hausses de salaire, etc. Parce que le système avait affaire avec ce que l'on a appelé à l'époque le système socialiste étendu. Donc l'URSS victorieuse de la Deuxième Guerre mondiale, quand je le dis comme ça, je sais que je peux surprendre parce que ça n'est plus du tout dans les esprits, évidemment. Hein. Ça, Deuxième Guerre mondiale, en 1945, c'est ce que tout le monde disait. Droite, gauche, etc. Tout le monde disait c'est l'URSS qui a gagné la guerre. Aujourd'hui, tout le monde dit c'est les Américains, les Occidentaux, etc. Bon. Et maintenant, on n'avait plus Poutine au débarquement du 6 juin 1945, hein, à l'anniversaire. Bon, oui, non, je m'arrête là. Sinon, je vais dériver. Donc, il fallait que, compte tenu de ce système socialiste étendu, le système capitaliste occidental, libéral, etc., offre une vitrine acceptable par les peuples. Il fallait absolument éviter que les peuples s'entichent des pays communistes. C'eût été, évidemment, ballot. Donc, le compromis fordiste avait aussi cette utilité-là. Le nom, vous vous souvenez peut-être, contenir le régime communiste, c'était le containment. Le mot américain, containment. Donc ça va très bien se passer pendant 30 ans, et puis ça va finir par se dérégler. Tout d'abord, va ressurgir à la fin des années 60 aux États-Unis et au début des années 70 en Europe, va ressurgir une tendance à la baisse du taux de profit. Donc, au bout de 30 ans de 30 glorieuses, ressurgit la baisse du taux de profit. À cette époque-là, très vite d'ailleurs, en 1974, la division des entreprises, la division études des entreprises de l'INSEE publie un formidable
dossier statistique qui documente cette affaire-là. Hein, le nom de ce dossier, qui est un grand classique de la littérature économique française, c'est la fresque historique du système productif. Pour ceux que ces questions intéressent, on peut se le procurer en format PDF. Bon, c'est le volume E27, des collections de l'INSEE. Et le deuxième dérèglement, c'est que les 30 Glorieuses, bien que les salaires augmentaient, bien que toute une série d'avancées sociales avaient eu lieu, eh bien, elles étaient quand même marquées par une conflictualité sociale importante. Toutes les années 50, 60, 70, 68, voilà. Elle a gagné le droit de revenir la semaine prochaine. Voilà, les accords de Grenelle, etc. Bon, mais on va détailler tout à l'heure, vous allez voir, il n'y a pas que ça. Alors bon, à partir de... Oui. Je vais te poser une question, parce que là, tu n'abordes pas le problème du crédit, notamment pour les appartements. La période où il y a eu de crédit foncier, qui faisait des crédits très très bas, des communes qui donnaient les terrains. Ouais. Mais en fait, après, ce crédit n'a pas cessé de monter. Oui. Et aussi que ça, c'était un projet déjà d'avant-guerre. Parce que si tu regardes bien, quand les Américains ont débarqué, ils ont mis le temps. Ils n'étaient pas prêts, ils n'avaient pas de bateau, il n'y avait pas de relier, il n'y avait pas de... Mais enfin, quand ils ont débarqué, c'est parce que bientôt, si ça ne se dépêchait pas, les Russes se sont retrouvés à Glasgow, tu vois, et donc ça faisait un peu de retard. Bien sûr. Donc quand ils ont commencé à marcher bien vers Berlin, ils ont dit oh, stop là, maintenant il faut qu'on intervienne vite. Et d'ailleurs, tu prends dans la région Victoire du coin, leur souci c'était pas d'aller libérer Menton, Mais non. c'était de prendre la vallée du Rhône pour fonctionner le plus possible. C'est pour ça que les Niçois se sont libérés eux-mêmes. Ouais, exactement, quand ils sont arrivés, il y a une semaine qu'on était libérés. Exactement. Alors, tu as raison d'aborder ça. D'ailleurs, c'est évoqué dans le dossier de l'INSEE, là, dont je parle. C'est une époque d'inflation endémique. Ouais. Donc, elle va culminer, cette inflation, jusque dans les années 80, 90. Elle va culminer au-delà de 10%. Hein, au-delà de 10%. Bon. Ce qui veut dire... je le dis plus loin, ce qui veut dire que ce qu'on donnait par les salaires, on le récupérait aussitôt. Hein. Voilà. Donc c'était un marché de dupes, mais au premier degré, les ouvriers, enfin les salariés, soyons plus larges, les salariés, ils voyaient d'abord les hausses de salaire. Regardez les hausses de fin juillet, là, je sais plus, là, que nous avons eues là. Moi, pour ma retraite, hein, qu'est-ce que c'était? C'était fin juillet, un truc comme ça? Fin juillet, Attends, on est au mois de mai. Oui, non, fin juillet de l'année dernière. Nous avons eu des hausses, là, bon, je ne sais plus quand. Et bien, on ne peut pas s'empêcher de voir d'abord la hausse. Et on oublie, et on a un peu tendance à oublier que ce n'est jamais qu'un retour d'ascenseur logique, puisqu'il y a l'inflation. Hein. Mais, enfin bref. Avec une perte quand même. Pardon? Avec une perte, parce qu'auparavant, on suivait l'inflation. Ah oui, là c'est plus indexé. Là, plus du tout, parce qu'on perd 3%. Là, c'est pas indexé. Hein. C'est une petite hausse pour une grosse inflation. Je reviens à mon sujet. Donc, à partir du moment où il y a eu ces dérèglements, les marges des entreprises se sont érodées et eh bien, est arrivée sur la table la question de remettre en cause tout ce réglage macroéconomique d'après-guerre, et sachant que à partir du moment où on le remettrait en cause, le réglage macroéconomique, on mettrait aussi en cause le quoi?
le contexte politique. Hein, parce que dans nos sociétés, l'économique et le politique vont de pair. Si l'économique est gentil et rose, le politique n'est pas le même que si l'économique est dur. Voilà. Donc ça faisait, la fin des années 70, ça créait une perspective de bouleversement mondial, bien entendu. Là, quand je dis ça, on est sur des bouleversements qui ont vocation à être mondiaux, à concerner tous les pays. Donc la démocratie était sur la sellette. Bah, l'idée s'impose, comme tu dis. C'est Chamaillou qui dit ça. Dans la société ingouvernable, de restreindre drastiquement les marges de manœuvre du pouvoir gouvernemental en matière sociale et économique. C'est de cette époque, l'année 70, que date pas la polémique, mais le grand débat sur la dette. Le grand débat sur la dette, sur l'équilibre budgétaire, et qui n'a plus cessé depuis. On n'en est jamais sorti. Avant, il faut le savoir, avant, ça n'existait pas. Parce qu'avant, l'État ne s'endettait pas auprès des banques sur le marché. L'État créait la monnaie. Exemple, le réseau des CHU. Ça parle peut-être à certains d'entre vous qui ont peut-être travaillé plus ou moins dans la santé et autres. Le réseau des CHU, il a été construit par des... Il faut imaginer, c'était des subventions de l'État. L'État versait une subvention à un organisme public local et à une entité chargée de construire un CHU, et cette entité construisait le CHU. Le CHU ouvrait, il n'y avait aucune dette. Il n'y avait pas de dette. Il n'y avait pas de prêt à rembourser. Non, mais quand même, les salariés payaient déjà beaucoup plus, parce que d'abord, le régime général, c'est le plus important, dans celui des fonctionnaires. Et voilà comment était fixé le prix de journée à l'hôpital, en fonction des spécialités. Je le sais puisque j'ai travaillé dans cette partie, j'ai eu l'occasion d'aller négocier ça à Monaco, pour les hôpitaux monégasques. Mais bon, c'est que 20% du prix de journée que la sécurité sociale payait après coup, en fait, servait à payer l'investissement initial. Donc, en définitive, quand vous prenez par exemple le CHU du Pasteur et tout, normalement, le gouvernement ne devrait plus mettre son nez. Ça devrait être le personnel qui le gère. Parce qu'il n'est plus propriétaire, alors que ce soit, il a été payé 3 ou 4 fois de l'impôt. Oui, bien sûr. Alors, ça n'apparaît pas au premier regard, il faut un peu creuser. Il faut dire qu'il y a eu un tournant, je suis hors sujet, mais bon, comme tu interviens sur ça, il faut le préciser, en 1967, De Gaulle supprime la gestion des organismes de sécurité sociale par les syndicats de salariés, représentants élus du personnel, et quelques années après, là j'ai oublié, mais quelques années après, pas trop, il instaure le paritarisme et patronat-syndicat, ce qui veut dire que comme il y a comme le patronat est uni par définition et les syndicats ne le sont pas, le paritarisme patronat-syndicat, ça veut dire que le patronat réussit toujours à débaucher un syndicat ou l'autre pour obtenir la présidence de tel ou tel organisme de gestion. Santé, maladie, vieillesse... maladie, vieillesse, et puis... CAF, les allocations familiales. Et le chômage est détaché. Voilà. Bon, donc nous ne sommes pas sortis de ce domaine-là, de ce débat-là. Après est arrivé les critères de Maastricht, hein, les 3%,
que nous piétinons maintenant Pas mal. pour des raisons d'aujourd'hui, mais qui ont exercé une emprise très très importante pendant, je ne sais pas combien, au moins une quinzaine d'années, hein, comme ça. Et puis, bon, Maastricht, plus globalement encore, est arrivée la construction européenne, qui, elle, s'était fixée comme objectif quoi? De déporter tout un tas de responsabilités socio-économiques vers l'Europe, de l'éloigner des peuples, de l'éloigner de ces lieux bizarres où règne ce que l'on appelle, comment déjà? La démocratie. La démocratie. C'est quoi ce truc? Donc, éloigner tout un tas de choses de la démocratie. Voilà. Autre signe encore que un bouleversement se préparait, en 1973 est créée la commission trilatérale. J'en ai déjà parlé, je crois bien. La commission trilatérale, c'est 300-400 personnes de pays, États-Unis, Europe, Japon, des pays du Pacifique, de l'Asie, enfin, etc., et qui sont des personnes influentes au niveau mondial, qui sont cooptées, là je ne connais pas le détail, créée en 1973, commission trilatérale, qui se réunit régulièrement tous les ans et qui publie un rapport tous les ans. Et l'un des tout premiers rapports, 1975, c'est la crise de la démocratie, rapport sur la gouvernementalité des démocraties. Les auteurs y dénoncent le déferlement démocratique qui risque de surcharger le système politique avec des revendications et qui étendent ses fonctions et sape son autorité. Voilà, le demi-siècle qui va suivre va être marqué par toute une série d'initiatives que je ne vais pas détailler ici, mais là c'est là où je vous renvoie au séminaire de l'année dernière, et en particulier à la conférence conclusive qui avait pour titre « Cette fois-ci, en finir avec la démocratie ». Donc ça, vous y trouverez une liste de toutes les initiatives qui ont été prises des années 70 à aujourd'hui dans ce domaine pour saper la démocratie. Voilà, ça c'est le panorama d'après-guerre au sens large, jusque dans les années 70-80. Donc la régulation fordiste, c'est quoi la régulation fordiste? Je ne vais pas la prendre aux années 45-50 au tout début, je vais la prendre plutôt vers la fin, aux années 70, 75, la décennie 70. 68, 70, 75, etc. Mon objectif étant d'expliquer en quoi les milieux patronaux ont vécu ces années-là comme une impasse. Une impasse pour eux, les patrons, bien entendu. Et comment cela les a déterminés à passer à autre chose, à d'autres règles. Boltanski et Ciappello notent que les conflits qui, à travers le monde, marquent l'année 1968, sont l'expression d'une élévation très importante du niveau de critique dont les sociétés occidentales font défaut. Et font objet aussi. Pour ce qui est de la France, donc, nous on a eu 68, on s'est fait remarquer, bien entendu, mais il faut savoir, je pense que vous le savez, hein, que 68, ça existait aussi, peut-être en 67, peut-être en 69, mais dans plein d'autres pays dans le monde entier. Pour ce qui nous concerne, la révolte, elle est à la fois étudiante et ouvrière. La révolte étudiante. La révolte étudiante. Le cadre, le nombre des étudiants a explosé. Il est passé de 123 000 à la fin, au début des années 60, à
596 000, presque 600 000 en 1971. Donc multiplié par 5 en un quart de siècle. Multiplié par 5. Leurs conditions de vie à ces étudiants, elles sont difficiles. Bon, il y a déjà l'effet mécanique du fait que le bâti est dans un état déplorable. C'est pas comme aujourd'hui, bien entendu. Hein. Le bâti, ben, il porte les marques de la guerre encore, et pendant assez longtemps. Il y a l'emprise parentale, et surtout paternelle. Hein. Dans les années 50-60, c'est pas comme aujourd'hui. Et les conditions d'insertion sociale et professionnelle, elles commencent un tout petit peu à se dégrader. Ça va, il y aura le tournant des années 70, ce qu'on a appelé, ce qu'on nous a vendu comme la crise du pétrole, bien entendu. Bon, mais crise du pétrole, bien sûr qu'il y a eu la crise du pétrole, mais il y a d'abord eu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le tournant des taux de la baisse tendancielle du taux de profit. Donc il y a tout ça, et les étudiants, eh bien, ils sont remuants, ils ne sont pas contents, et ils développent une critique de l'aliénation et expriment principalement une demande d'autonomie. Là, ils se sont éclatés en 68, évidemment. Et puis, à la révolte ouvrière, les ouvriers sont mobilisés contre les restructurations, les modernisations, qui commencent à se multiplier. Le document institutionnel fort par rapport à ça, c'est le 6e plan, Pompidou, c'est la présidence Pompidou, qui veut un leader, un groupe leader mondial, européen ou mondial, de préférence mondiale, dans chaque grand secteur de l'époque, qui ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui d'ailleurs, hein. Métallurgie, textile, sidérurgie, je sais quoi, la chimie, c'est l'époque des Péchinet, Eugene Kuhlmann, Arcelor, Sassilor, etc. De Wendel. Tout ça n'existe plus, bien sûr. Bien, les ouvriers, ils ciblent ce qu'ils appellent, formule de l'époque, le pouvoir des monopoles. Et ils ciblent le partage inégal des fruits de la croissance. Aujourd'hui, nous en sommes toujours là. Et ils expriment aussi une demande de sécurité dans l'emploi. Je vais évoquer successivement, par rapport à tout ça, la régulation fordiste, 3 choses. La désorganisation de la production qui mine les entreprises à l'époque. Deuxièmement, les revendications, je vais rentrer dans le détail. Et troisièmement, les réponses des entreprises. Nous verrons, je dis les réponses parce que nous allons voir qu'il y en a 2. Il y en a 2 qui se mettent en place. Donc, la désorganisation de la production. Donc la critique, bien sûr, elle est verbale, hein, j'ai commencé à l'articuler, mais pas que. Les ouvriers passent aux actes. 4 millions de journées de grève en moyenne de 71 à 75. 4 millions. Bon, il y a bien longtemps que nous n'en sommes plus là. Je vais vous donner plus loin, cette semaine ou la semaine prochaine, je vais vous donner les chiffres sur les décennies suivantes. Les conflits sont souvent très durs et la guérilla sur le lieu de travail est quotidienne. On dispose bien entendu d'études universitaires sur tout cela. Si on y ajoute l'absentéisme et le taux de rotation sur les emplois, la traduction anglaise c'est quoi cette turnover. Voilà. Donc, on ne dit pas turnover, on dit taux de rotation. Quand on est bien élevé. C'est tout bon, c'est tout bon. D'accord ? On est d'accord ? Ouais. Bon. Bien, bref,
la désorganisation de la production est assez importante. Un groupe d'experts réunis en 1971 à Paris, sous l'égide de l'OCDE, relève le phénomène de dégradation qui caractérise aujourd'hui le comportement des travailleurs. Le durcissement des attitudes et le fléchissement des motivations dans l'industrie, entraînant des problèmes de délai d'engorgement et conduisant les entreprises à inclure dans leurs coûts celui des rebuts et des malfaçons liés à la dégradation de la qualité du travail, les gaspillages de matières premières et les coûts sociaux du climat de mécontentement. Citant les multiples formes de résistance aux injonctions hiérarchiques qui se développent, ils en concluent qu'un pouvoir ouvrier s'est constitué dans les entreprises pour contrôler le rendement. Les experts ajoutent encore, les économies industrielles subissent une révolution qui franchit toutes les frontières culturelles, apparaissant simultanément dans l'ensemble des pays de l'OCDE, et qui ne se limite pas aux seuls travailleurs, mais également influe sur les réactions et les conceptions des cadres. Il parle de défi à l'autorité et relève que, s'agissant de la France, on débat interminablement de la nécessité de construire une société sans classe, sans hiérarchie, sans autorité et sans réglementation. Franchement, quel désastre. Mais Donc, une expérience que j'ai vécue, l'autre jour j'en ai parlé de la crise du pétrole 74, j'ai été licencié, on a occupé l'entreprise pendant 3 ans. Vous savez combien on touchait de chômage? C'était Raymond Barre, Premier ministre. 90% du brut. C'est-à-dire que moi, au chômage, je gagnais plus que ce que je gagnais comme salarié. Ah bon? Pourquoi il y avait ces mesures? C'est parce qu'ils avaient peur. Il y a eu 68 avant, et il y avait une crise qu'ils ne savaient pas où elle allait continuer. Mais c'est Raymond Barre qui a imposé les 90% de chômage. Ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Hein. Non. On va vous donner, alors là, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou la semaine prochaine, j'ai oublié dans quelle partie c'est, mais on va vous donner entre aujourd'hui et la semaine prochaine la liste des accords nationaux interprofessionnels, la liste intégrale des accords nationaux interprofessionnels signés dans la décennie 70, à la louche. Hein, et vous allez voir que c'est très impressionnant. Très impressionnant. Et ça explique ce genre de situation. Aujourd'hui, c'est autre chose. On casse tout. Alors, voilà pour la désorganisation de la production. Les revendications, maintenant. Les revendications. Vous avez d'abord le refus du travail chez les jeunes. Tiens, refus du travail. Déjà, vous voyez, aujourd'hui c'est, je ne sais pas si c'est vraiment aujourd'hui encore les jeunes, en tout cas c'est clair, c'est aussi les adultes. Peut-être que les jeunes sont également concernés. Je n'ai pas étudié cette question de près, donc je me garderai bien de dire quoi que ce soit, mais ce qui me paraît par contre sûr, c'est que les adultes, eux, sont concernés. Bon. Lesquels, ça, il faudrait regarder de près. À mon avis, c'est trop tôt, le phénomène date de 2 ans, 3 ans. Donc c'est beaucoup trop tôt pour que des recherches universitaires aient eu le temps d'aboutir, parce que pour se faire une idée, il faut quand même pouvoir disposer, allez, sur le moindre sujet, il faut disposer d'une demi-douzaine de recherches pour pouvoir les croiser et essayer de faire la part des choses. Donc, refus du travail de la part des jeunes. Il y a un livre qui paraît,
en 1974 de Jean Rousselet. Jean, hein? J'ai lu ça, moi, c'est quoi? Jean Rousselet, l'allergie au travail. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, l'allergie au travail. J'ai lu ça avec la paresse, Voilà. le droit à la paresse. Ce livre a fait un tabac à l'époque. Hein? Moi, je me souviens l'avoir lu, etc., etc. Rousselet estime en 1975 à 600 000, 800 000 le nombre de jeunes ayant une activité marginale, occasionnelle, pour cause d'évitement volontaire du travail salarié à la recherche d'un autre mode de vie. Il demande des horaires souples permettant de combiner vrai boulot et petit boulot. Voilà. Donc, voilà, donc en 1975. Les deuxième aspect dans les revendications, ce sont les OS. Vous savez, c'est une grande époque de grève d'OS. Grève d'OS. C'est la crise des OS, hein, la crise des OS. Avec des grèves qui sont déclenchées et animées par les travailleurs immigrés. Vous vous rendez compte, si ça se passait aujourd'hui, on ne l'imagine plus aujourd'hui. Mais on va essayer de comprendre aujourd'hui et la semaine prochaine ce qui s'est passé. Pourquoi ça n'est plus concevable aujourd'hui. Et c'est aussi ça l'un des buts de ces deux conférences. Donc c'est animé par les travailleurs immigrés eux-mêmes. Bon sang de bonsoir. C'est un scandale. Il faut savoir que 3 appartements sur 5 étaient construits par des immigrés, et je crois 4 voitures sur 5 par des immigrés. OS, pour ceux qui ne savent pas, c'est ouvrier spécialisé. On a donné spécialisé comme... Comme vernis. Voilà, le vernis, comme technicien de surface, les balayeurs. Quoi, voilà. OS, c'était la classification parodie. Il y a certains à qui ça doit dire quelque chose, la classification parodie. Je ne vais pas les désigner du doigt. Manœuvre OS, OQ. OS1, OS2, OS3. OQ1, OQ2, OQ3. Et OHQ. Ah non, mais ils ont des beaux restes. Hein. Donc, la grève des OS, donc, dans les entreprises automobiles, dans les industries électroniques, textiles, les banques, les assurances, les chèques postaux, les centres de tri et les grandes surfaces. Et les industries chimiques. Et les industries chimiques. Voilà. Donc ça, c'est un truc important. Le point commun est le refus des conditions de travail et des formes d'autorité qui prévalent dans les services fortement standardisés. L'étude d'Olivier Pastré montre que la dégradation de la qualité du travail est liée à l'amélioration de la qualité des travailleurs qui s'est produite simultanément. L'auteur voit dans l'accroissement du niveau d'éducation concomitant au développement de la taylorisation la raison principale du refus du travail, l'élévation des aspirations suscitée par l'élévation du niveau d'études entrant en tension avec la généralisation du travail parcellisé. Oui, c'est logique. À noter, et ça c'est presque le pire, que des cadres jeunes et diplômés qui existent maintenant, à partir des années 70, qui commencent à sortir des écoles d'ingénieurs en assez grand nombre, moins qu'aujourd'hui, mais déjà beaucoup plus que dans les années 50, eh bien, ces cadres, jeunes cadres, ils se joignent aux grèves d'OS. Alors là, il y a pas, ils ne peuvent pas rester les deux pieds dans le même sabot. Mais il faut aussi noter que depuis 68 et même avant, la question du temps de travail, c'est-à-dire du temps qu'on peut récupérer pour soi-même, elle est posée.
Parce que je sais que, par exemple, la plupart des ouvriers en 68 faisaient plus de 48 heures de travail par semaine. Mon mari a travaillé jusqu'à 70 heures par semaine dans la métallurgie. C'était un truc de fou, il dormait, mangeait un peu, et puis il travaillait. C'était ça, sa vie. Donc c'était épouvantable. Bien sûr. Non, c'était insupportable. Donc ils ont eu le besoin de récupérer ce temps pour en disposer comme ils voulaient. Et ils le vivaient comme une liberté. Et à choisir presque une réduction du temps de travail que du salaire. Bien sûr. Et pour le salaire, ils se battaient aussi, bien sûr. Moi, je peux vous donner mon expérience. Je l'ai fait que pendant les périodes d'été longues. Je travaillais uniquement avec des immigrés. Il y avait dans l'entreprise, il n'y avait que des immigrés et des étudiants qui cherchaient à gagner de l'argent pour... Mais c'est pas que l'été, ça dépassait l'été, parce que quand on passait ses partiels en mai, on y restait de mai à octobre. Ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait l'entreprise? Eh bien, je travaillais 12 heures par jour, de 2 heures à 2 heures, soit la journée, soit la nuit. Que faisait l'entreprise? Des tuyaux en ciment qui faisaient les canalisations. C'était physiquement épouvantable. Le taylorisme, pour moi, ça signifie 65 200, alors j'ai plus la dizaine exacte en tête, boulons que je vissais et que je dévissais lors des 12 heures. Pour tenir le coup, je comptais les boulons que je vissais et je dévissais. Mais je ne veux pas m'appuyer, c'est juste pour décrire une intéressant ça. Alors, ça c'est une situation que les patrons n'apprécient pas du tout, puisque évidemment les patrons, qu'est-ce qu'ils demandent aux cadres? C'est une loyauté sans faille à leur égard, bien entendu, cela va de soi. Chez les cadres, il y avait deux types de revendications, une demande de sécurité de l'emploi, s'entend, parce qu'ils commencent à s'inquiéter des restructurations et des fusions qui commencent avec le 6e plan de Pompidou, par exemple. Ça veut dire énormément de restructurations, fusions, acquisitions, etc., etc. Et puis, les cadres, ils formulent une demande d'autonomie dans leur travail, et que certains autres déclinent sous le vocable de participation, et même d'autres encore sous le vocable d'autogestion. La CFDT va marquer le paysage avec ça. Bon, le truc inquiétant, c'est ça, c'est que les cadres remettent en question l'autorité patronale dans l'entreprise, alors qu'ils devraient s'en faire les relais zélés. Alors, les réponses des entreprises. Boltanski et Chiapello indiquent que les entreprises vont d'abord interpréter la crise dans les termes de ce qu'ils appellent, de ce que Boltanski et Chiapello appellent la critique sociale. Et ensuite, seulement les patrons vont passer à une interprétation en termes de critique artiste. On va définir tout ça. Critique sociale, critique artiste. Deux notions à expliquer. Dans le nouvel esprit du capitalisme, Boltanski et Chiapello distinguent entre critique artistique et critique sociale du capitalisme. La première met en avant la perte de sens, et particulièrement la perte du sens du beau et du grand, qui découle de la standardisation et de la marchandisation généralisée. Elle insiste sur la volonté objective du capitalisme, de la société bourgeoise, que cette société bourgeoise enrégémente. Elle domine aussi, elle soumet les hommes à un travail prescrit dans le but du profit. Son modèle est le dandy. La seconde critique, qui inspire les socialistes, puis les marxistes, stigmatise l'égoïsme des intérêts particuliers dans les sociétés bourgeoises et la misère croissante des classes populaires.
Alors, quand ils interprètent la crise dans les termes de la critique sociale, les patrons, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils négocient avec les syndicats au niveau national, avec les syndicats au niveau national, avec les centrales syndicales, et ils cherchent des réponses en termes de salaire et de sécurité. Éventuellement d'autres aspects, mais bon, salaire, sécurité. Et par ailleurs, à ce moment-là, ils sont branchés sur salaire, sécurité, ils ignorent totalement tous les aspects qui s'inscrivent dans une critique artiste, le sens du travail, etc. Autonomie, épanouissement et autres bilbesés. Et, mine de rien, moi, en 1974, c'était le chef du personnel, et après, c'est devenu des directeurs de ressources humaines. Ça donnait le côté plus humain, donc ça ne changeait rien dans leur attitude, c'était pour moi toujours des chefs du personnel, mais on leur donnait un autre titre, plus généreux, plus humain. Voilà. Donc, première réponse, c'est les salaires et la sécurité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette réponse, elle est d'autant plus facile pour les patrons que nous sommes en période d'inflation et que l'inflation reprend tout, aussitôt que les augmentations ont été accordées. Ce n'est que dans un second temps, on va détailler tout ça, hein, ce n'est que dans un second temps, confrontés à l'échec de cette première réponse. Dans un second temps, les patrons vont se mettre à interpréter la crise autrement, dans les termes de la critique artiste, comme une révolte contre les conditions de travail asservissantes et contre les formes d'autorité traditionnelle. Alors, première réponse. Le patronat et le gouvernement pensent que les concessions quantitatives vont régler tous les problèmes. On verra tout à l'heure qu'ils vont faire leur autocritique, bien sûr. Par ailleurs, les négociations nationales leur conviennent bien parce qu'on se retrouve presque entre amis. Les dirigeants, j'exagère, Nicole, ne te fâche pas. Je veux dire, les dirigeants du CNPF, hein, on ne dit pas MEDEF à l'époque, se retrouvent avec les dirigeants de la CGT, de la CFDT, FO, etc. Des responsables nationaux, ce sont des apparatchiks, ce sont des permanents, etc., etc. Ce sont des gens qui sont censés connaître l'économie, la macroéconomie, que sais-je encore. Donc, ce sont des gens qui arrivent à trouver un terrain d'entente, un terrain de discussion et d'entente, et ils vont élaborer, à cette époque-là, des accords nationaux interprofessionnels, ANI, accords nationaux interprofessionnels, à l'époque, pour quelqu'un qui pouvait être un militant de la CGT, par exemple, c'était un vocable connu. Bien, et derrière ces accords nationaux, eh bien, il y avait des lois, des décrets, des arrêts, enfin des lois et des décrets. Quel est le Premier ministre qui a marqué les années 70 pour ces accords nationaux interprofessionnels, dont comment dire, sur la vitrine de Matignon, on aurait pu mettre la nouvelle société. Chabon. Ouais, Chabon. Donc, Chabon, quand il arrive, il est porteur de ce projet. Donc, son truc, c'est, là, on l'a tous entendu ça, hein, la nouvelle société. On l'a entendu ça. Et ce qu'il met en avant aussi comme vocable, c'est la grande politique contractuelle. Voilà, de Chaban-Delmas. Et voici, voilà, les accords nationaux interprofessionnels. Il y a en 69, on va dire année, hein, pour
accords nationaux interprofessionnels. ANI sur la sécurité de l'emploi, 4 semaines de congés payés. 70. Essayez de voir si vous ne pouvez pas vous retrouver, vous, peut-être des incidences pour vous. En 70, création du SMIC. Déclaration commune sur la mensualisation. ANI sur les indemnités journalières de maternité. ANI sur le droit à la formation continue. En 1971, ANI sur la formation et le perfectionnement professionnel. Loi sur la durée maximale du travail. 1972, accord sur les pré-retraites et les garanties de ressources attribuant aux ayants droit 70% de leur salaire antérieur. Loi sur la participation des immigrés aux élections professionnelles. Tous les États. Loi sur le renforcement des pénalités en cas de transgression du droit du travail. C'était un autre temps. Loi interdisant le travail clandestin. Loi de généralisation des retraites complémentaires. En 1973, accord de garantie en cas de règlement judiciaire. Pour les entreprises. En 1974, accord d'indemnisation totale du chômage pendant 1 an à hauteur de 90% du salaire brut. Le voilà. 74. J'ai anticipé, excusez-moi. J'en ai profité. Hein. Ben oui. Alors, Boltanski, Qu'est-ce que tu n'aurais voulu, peut-être? Boltanski et Chiapello estiment que les années qui suivent mai 68 sont marquées en France par la plus importante avancée sociale depuis la libération. Voilà. En matière de pouvoir et d'autonomie dans l'entreprise, par contre, nada. Nada. Rien n'a changé. Ces sujets-là ne sont même pas venus sur la table de négociation. Le patronat s'y est absolument refusé. Il ne veut pas en entendre parler. Et ce, d'autant moins qu'en mai 1969, il s'est passé quelque chose d'effrayant en Italie. Sergio, en Italie en 69. Oui, Les brigades rouges. l'autunno caldo. Eh bien oui. Donc, un mouvement aux usines Fiat de Mirafiori. Un mouvement de délégués prend, comme la mayonnaise qui prend, et il va réussir à s'étendre à une centaine d'entreprises et à s'emparer d'une partie importante du contrôle des modalités de travail chez Fiat. Alors là, je vais vous dire, là les patrons, ça les effraie quand même. Hein. Et les patrons français, ils n'ont pas du tout envie que ce genre de choses fasse irruption en France. Hein, évidemment. Je ne sais pas si tu as des compléments par rapport à ça, à ce mouvement-là. 69, c'est les 40 heures de travail sémanal en Italie et l'Assemblée dans l'horaire de travail qui est Sur 2 heures de travail. incroyable parce que Conseil d'usine. la Confindustria, qui est le MEDEF italien, ne le voulait pas parce que pensait à une forme d'anarchie à l'intérieur des usines et tout ça. Et les syndicats, qui étaient contraires à plusieurs choses, changent sur la poussée du mouvement ouvrier pendant l'été 69, le printemps-été. Les piattaforme syndicali, les positions syndicales, en automne changent sur la poussée du mouvement, très très fortement. Et en décembre, il y a les bombes
en Piazza Fontana, avec des morts qui changent le cadre politique en Italie, parce qu'on commence à avoir peur d'un coup d'État. Le coup d'État en Italie a été proche, plus qu'une fois. En 1970, aussi en 1974, on a eu des mouvements d'extrême droite liés à la droite officielle, liés à certains secteurs du capital, et liés aussi à la politique étrangère de Nixon qui a payé le mouvement social en Italie. Le mouvement social est Giorgio Almirante. L'extrême droite italienne a été financée par les États-Unis. Vraiment, on a les documents. Ce ne sont pas des blagues. D'accord. Et alors, plus qu'une fois, on a eu la peur de ces choses-là. Mais le 12 décembre 1969 a été un changement très très fort avec les bombes de Milan, parce qu'on n'a pas compris. J'étais jeune, mais j'étais là. C'est qu'on aurait pu vivre dans ce mois. Je l'ai fait trop long. Non. Je reviens à Nice, on en parle une fois pendant 3 heures. Voilà. C'est l'occasion pour revenir à Nice encore une fois. Voilà le problème. Alors au début des années 70, toute exigence de contrôle constitue pour le patronat une ingérence dangereuse et intolérable, condamnée au nom des lois naturelles de l'économie. Formule canonique. Bien sûr que le CNPF, il faut bien voir, à cette époque-là, il n'a absolument pas conscience qu'il est en décalage complet avec la société. Il ne s'en rend pas compte du tout. Il a déjà oublié qu'en mai 68, et nous aussi, moi j'ai retrouvé ça, je l'avais oublié, les bureaux du CNPF ont été envahis par un groupe de cadres. Oui. J'avais C'était oublié. le baron de Paye qui était... C'était le baron. Moi j'avais Le baron oublié de ça. Paye. Ouais. Et donc, pas question de parler de participation, d'autonomie et tout ça. Même une loi sur la participation qui est prônée par les gaullistes de gauche de l'époque, qui étaient des gens plutôt modérés quand même, hein, gaullistes, de gauche, mais gaullistes, eh bien, même ça ne passe pas. Là où la société demande qu'on assouplisse les structures, le CNPF veut faire l'inverse. Il veut, lui, les renforcer. Il veut l'autorité assurée partout et tout le temps. Fermer le banc, il n'y a rien à voir. Ça, c'est la première réponse. Oui, mais il va bien falloir que le CNPF se résolve à mettre en œuvre une autre réponse, une seconde réponse. Il va y avoir le choc pétrolier qui va bouleverser l'économie à court terme. La récession de 74-75. Tout ça bouleverse la donne. Les gains de productivité baissent sensiblement et les marges des entreprises ne sont plus les mêmes, bien sûr. Le patronat, il va bien falloir donc qu'il change de logiciel et assez vite. Exit la grande politique contractuelle du sieur Chaban-Delmas, qui, de toute façon, je l'ai déjà dit, n'avait pas donné les résultats escomptés en matière de paix sociale. Ça n'avait pas ramené la paix sociale dans les entreprises. La longue liste des accords nationaux interprofessionnels, aucun effet sur la paix sociale dans les entreprises. J'ai presque tendance à penser que c'était l'inverse, puisque on fournissait des armes aux salariés, ils pouvaient s'adosser sur des réglementations, des lois, des accords, etc., qui les renforçaient. Et donc, on continuait de voir se développer dans les entreprises des grèves spontanées, non contrôlées par les syndicats,
ça se multipliait. Et évidemment, cette désorganisation, elle a fini par avoir un coût financier. En 1983, Olivier Pastré, que Hugues a déjà cité, évalue le coût financier de cette désorganisation à plus ou moins 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise et plus ou moins 4% du PIB national. C'est alors, disent Boltanski et Cerpello, que vont monter en première ligne des fractions avancées du patronat, et particulièrement d'entreprises et progrès, qui prennent au sérieux les avis des experts, consultants, spécialistes des relations humaines, sociologues, et qui comprennent que tout n'est pas à rejeter dans les idées 68. L'interprétation de la crise, donc, elle va changer. Au lieu d'y voir des revendications en termes de salaire et de sécurité, elle va être expliquée désormais comme une révolte contre les conditions de travail et particulièrement contre le taylorisme. Et le patronat va s'aviser d'une chose toute simple. Les tâches répétitives, sans responsabilité ni autonomie, le chronométrage et l'organisation scientifique du travail, OST, ne conviennent plus à une main-d'œuvre jeune et fortement scolarisée. Alors, faire encore plus appel à la main-d'œuvre immigrée, alors ça pourrait éventuellement être la solution. Eh bien, ni le gouvernement, ni les entreprises n'envisagent ce scénario. L'évidence s'impose donc, puisque cette porte de sortie est fermée, il va falloir prendre à bras-le-corps la question de l'attractivité des emplois peu qualifiés. Et pour commencer, j'entre progressivement dans la seconde réponse. Et pour commencer, il faut que les entreprises reprennent l'initiative sur le plan social, mais pas au niveau national. Ce qui ne peut déboucher que sur les fameux accords nationaux interprofessionnels. Ça suffit comme ça. Donc, c'est coûteux, terminé, on n'en parle plus. D'autant que tous ceux qui ont été signés, ben, maintenant, ils sont en application. Ils sont d'application, donc, et ils coûtent. Non, au niveau des entreprises, et le cas échéant, s'il le faut, en contournant les syndicats. François Sérac, CNPF, déclare en 1978, lors d'un entretien avec des journalistes économiques, que la nouvelle politique sociale doit non pas accumuler de nouveaux avantages sociaux, mais reformer les structures pour donner plus de souplesse et de liberté à l'entreprise. François Sérac. Ouais, l'encadrement va être prié au tempé, au mores, hein, autre temps, autre noce. L'encadrement va être prié d'être attentif aux revendications individuelles et de les satisfaire dans toute la mesure du possible. Bien entendu, il ne faut pas que ça coûte une fortune, pour ne laisser aux syndicats que les revendications collectives. Donc tout ce qui est individuel, qui pointe le nez, il faut s'en saisir pour que les salariés puissent ensuite se dire à la cantine, etc., ah tiens, mon chef m'a accordé ceci, m'a accordé cela, éventuellement une dérogation par exemple, hein, pour les femmes, une dérogation, un aménagement de l'horaire, etc. Donc ne laisser aucune opportunité aux revendications collectives portées tout naturellement par les syndicats. Donc reprendre aux syndicats le contrôle de la force de travail. Oublier les accords nationaux. Et en 80, Yvon Chotard, CNPF, voilà ce qu'il dit. On a maintenant compris qu'il fallait renoncer aux utopies anciennes et admettre qu'il est impossible de se mettre d'accord avec les syndicats
sur une définition de la finalité de l'entreprise. Les réflexions du CNPF, elles rejoignent celles conduites à la même époque par la commission trilatérale, c'est les mêmes années, hein. Dans un rapport de 1978, celle-ci opte pour le développement de formes de participation directe sur le lieu de travail. La prise en compte, d'une part, de l'inefficacité du management autoritaire et d'autre part, des limites des systèmes représentatifs, a conduit à élaborer ce que le professeur Trist appelle la démocratie dans le travail. Moi, j'ai connu ça à l'époque, dans l'inspection académique où je travaillais, j'assurais, je l'ai déjà dit ça, j'assurais les relations avec les milieux de l'entreprise. Je représentais l'éducation nationale vis-à-vis des milieux de l'entreprise, notamment, pas les écoles et les collèges, hein, mais les lycées professionnels, les lycées techniques, les sections de techniciens supérieurs, etc. etc. Mettre en place des trucs. Eh bien, j'allais dans les entreprises et je voyais fonctionner des cercles de qualité. Les entreprises se sont entichées d'une façon qu'on a peine à imaginer aujourd'hui des cercles de qualité. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des concepts, des notions de leader démocratique. Leader démocratique. Bon, eh bien, le management, donc les directeurs des ressources humaines, ex-directeurs du personnel, Chef du personnel, pas directeur. Chef du personnel, devenu directeur des ressources humaines, eh bien, étaient invités à endosser ce genre de cape, de vêtements, de rôle. Mais surtout, les entreprises, elles vont faire droit aux exigences d'autonomie, aux revendications d'autonomie. Peut-être que certains ont pu connaître ça. Et même certains vont aller jusqu'à, comment dire, manger leur chapeau quelque part. C'est-à-dire en faire une valeur centrale de l'entreprise. Se foutre du monde, en fait. Hein. Au bout du compte, disent Boltanski et Ciapello, on peut schématiser ce changement en considérant qu'il a consisté à substituer l'autocontrôle au contrôle, en déplaçant le poids de l'organisation du contrôle sur les salariés. Les transformations que nous décrivons, là, elles vont être beaucoup faites par essais et erreurs. Vous allez avoir une entreprise. Alors, Boltanski et Ciapello le décrivent très bien tout ça. Moi, je vous propose deux, trois phrases, c'est tout. Mais eux, ils consacrent des pages et des pages à expliquer qu'il y a des tas de situations d'entreprise entre celles qui adoptent une mesure, celles qui en adoptent deux, trois, enfin, etc. Bon, ça, il faut aller voir dans le livre. Mais, donc, il y aura beaucoup de situations différentes, des essais, des erreurs, etc., etc. Et puis, ça va se poser, se reposer, se sédimenter tout doucement, et on va finir par avoir un régime nouveau, et ce régime nouveau, il va s'établir autour d'une notion qui est encore la nôtre aujourd'hui, c'est la notion de flexibilité. Voilà. Flexibilité. On nous a servi depuis quelques années une variante de cette notion. Est-ce qu'elle vous a... est-ce que vous l'avez perçue? On nous sert aujourd'hui l'agilité. L'agilité, donc flexibilité est un petit peu usée. Hein. Tous les termes, vous savez, un mot. Un mot, c'est un navire qui porte une charge. Le mot, c'est la charge qui vient sur le navire. Ok? Bon. Mais à un moment donné, la charge, elle fait son plus bel effet, et puis au bout de... quand elle a traversé toutes les mers du globe,
eh bien, le chargement, il est déglingué et les produits sont avariés. Hein. Et autrement dit, ce que je veux dire, c'est que le mot est usé. Il faut en trouver un autre. Donc, aujourd'hui, on nous sert l'agilité. Oui. Quand on cherche un autre mot pour flexibilité, ça change rien à la condition de la personne qui travaille. Je pense notamment à une évolution qu'il y a de plus en plus depuis une dizaine d'années aux États-Unis et même en Europe. On demande à la caissière, tu viens le matin quand il y a beaucoup de monde, après tu rentres chez toi, tu reviens à une telle heure et une troisième fois dans la journée. Voilà la flexibilité à l'outrance. Vous imaginez un peu la vie qu'on a avec ça, et ça s'est répandu de plus en plus. Hein. C'est extrêmement dangereux pour les gens qui travaillent. Hein. Bien sûr. On devient esclave. Bien sûr. Alors, dans cet aspect-là, il y a quelque chose de complémentaire, d'indispensable, c'est la désarticulation des protections salariales. Donc là, c'est bien sûr les CDD. On va y venir, ça ce sera sûrement la semaine prochaine, sous le vocable affaiblissement des protections, je ne sais plus comment on a appelé ça, des protections salariales, affaiblissement des protections du monde du travail, CDD, intérim, vacataire, travail à temps partiel, auto-entrepreneur, etc. Voilà. C'est plus des salariés. On va y venir. Alors, au passage, je vous indique, on y reviendra le 7 juin, lors de la séance de synthèse, mais ces deux conférences-là, je vais y revenir l'an prochain, sans doute vers janvier, février, mars, par là, et je vais les actualiser. Je suis en train de travailler sur les travaux de Christophe Dejour. Qui connaît Christophe Dejour? Donc c'est un sociologue du travail. Sa spécialité, c'est la psychodynamique du travail. Donc il étudie les réactions psychologiques en milieu de travail aujourd'hui. Donc il a publié un très très beau livre qui s'appelle « Souffrance en France ». Souffrance en France, petit livre de poche pour les gens qui sont intéressés par ça. Et donc, je viens de finir de le résumer et je vais en faire une conférence et on mettra ça à jour pour les 2 décennies suivantes. Oui, puisqu'on vit de plus en plus vieux. Ben oui, voilà. Il faut bien s'occuper de façon intelligente. Exactement. C'est pour moi que tu dis ça? Pour nous tous. Pour nous tous. Alors, nous sommes solidaires. Eh ben oui, mais bien sûr, bien sûr. Alors, on pourrait se dire, mais alors, en 1981, tout ça, c'était fini. Puisque la gauche est arrivée au pouvoir. Eh bien non. Eh bien non. Ça n'a rien arrêté. Ce qui, avec le recul, aurait peut-être pu nous mettre la puce à l'oreille, mais il faut bien le dire, on a quand même plutôt vu la retraite à 60 ans, la peine de mort, etc. La 5e semaine. La 5e semaine de congé payé, c'était pas rien. C'était pas rien, mais c'était acquis dans de nombreuses boîtes. A déjà acquis. Ouais. Et oui, les banques, il y a eu plusieurs professions où la 5e semaine de congé existait déjà. Mais bon, Boltanski et Chapelleau expliquent ça, moi j'insiste pas, mais la gauche est arrivée avec ses experts, ses fonctionnaires, etc., etc. Et beaucoup d'entre eux étaient sortis de Polytechnique et ainsi de suite, l'ENA, enfin tout quoi. Et donc ils ont pris la succession des experts et fonctionnaires de la droite, c'est-à-dire Chaban et Giscard, et puis voilà, le passage s'est fait. Voilà, donc une fois que tout ça s'est produit, eh bien, on va dire, c'est la fin du compromis fordiste.
les salariés sont dans un nouveau contexte qui va encore évoluer, je viens de le dire, mais le contexte a changé. C'est fini le compromis fordiste, les hausses de salaire à répétition, etc., etc. Les règles vont changer. Qui va arriver bientôt en Angleterre? Thatcher. Et aux États-Unis, La dame va se faire. Reagan. Thatcher 79, Reagan 81. Thatcher qui, à la Chambre des communes, un jour, je ne sais pas en quelle année, elle brandit un livre de Friedrich Hayek pour dire voilà ma Bible. Voilà. That's all, folks. Il n'y en a qu'une qui comprend. Voilà, donc la semaine prochaine, on va passer à autre chose. On va passer au tournant néolibéral. Donc la partie positive, là c'est la partie plutôt négative. Là on va passer à la partie positive pour eux, pas pour nous. C'est ce que j'allais dire. Positive pour eux et pas pour nous. La partie, disons, constructive, réalisatrice de leur projet. Et ensuite, on abordera la question de l'affaiblissement général du monde du travail. Ce que je trouve très cocasse, c'est que les revendications des gens qui travaillent dans les années 70 à 75, c'est exactement ce qu'on a retrouvé encore aujourd'hui, 50 ans après. Du sens au travail, pas passer tout son temps au travail, pouvoir participer à ce qu'on fait d'une façon un peu intelligente et pas automatique. Après le Covid, ça a vraiment émergé. Regardez tous les restaurateurs qui ne trouvent plus du personnel, pas que les restaurateurs. Le bâtiment. 50 ans après, exactement les revendications de même d'un même ordre. Alors là, il faut, encore une fois, on n'a pas assez de recul. Je le disais tout à l'heure, on n'a pas assez de recul. Mais on peut s'aventurer. On peut dire que les années, on va être vague, depuis les années 80-90 jusqu'aux années 2010, 15, 20, voilà, soyons vagues. Hein. Bon, là, on a vécu une longue période au cours de laquelle les salariés en ont bavé des ronds de chapeau, en ont chié, et n'ont pas ramené trop leur gueule, en fait. Hein, faut bien dire. Bon, parce que le chômage avait beaucoup augmenté. Oui. Donc, quand tu dis à lui, si tu es chômeur, t'es mal. Mais il y avait le chômage, puis il y a eu aussi le développement des CDD. Alors, c'est ce qu'on va justement, c'est ce qu'on va décrire. Hein, exactement. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en train, enfin, les grandes entreprises sont en train de revenir sur cette notion de CDD et partout, si vous faites un petit peu attention, recrutons en CDI. Parce que maintenant, justement, il y a une recherche des main-d'œuvre qui a disparu. Donc maintenant, c'est recherchons en CDI. Alors, tu as raison, mais je complète ce que je disais. En fait, il y a eu peut-être 35, 40, 45 années qui ont été marquées par, globalement, avec quelques exceptions, une absence de mouvements revendicatifs nationaux. Oui, nationaux, parce que dans les entreprises... Nationaux. Oui. Exactement. Et nationaux. Ce qui crée une impression de vide, d'atonie. Et ça aussi, Boltanski et Chiapello l'ont établi. Ils disent que les 30, 40, 45 années, là, c'est surtout des mouvements dans les entreprises dont on ne parle pas, exactement, sauf s'il y a des violences. Absolument. Sauf s'il y a des violences. Alors là, s'il y a des violences, il faut en parler. Quand on retient les patrons, par exemple. Voilà, il faut en parler. Mais tant qu'il n'y a pas de violence, on n'en parle plus. Donc on sort de cette période-là,
et qui est marqué par quoi? C'est qu'il n'y a plus eu aucun mouvement national revendicatif depuis 1995 qui a été victorieux. CPE, Des CPE, ça a syndicalisations été aussi. la dernière. Non, la dernière c'est 1995, les retraites avec Ah oui, Juppé. les retraites avec Juppé. Retraite avec Juppé. C'est le dernier mouvement victorieux. Ouais. Voilà. Et alors, c'est là où je pense qu'il faut être prudent parce que nous manquons de recul. Peut-être peut-on faire l'hypothèse, donc je relis avec vos deux interventions, que nous sommes en train de sortir d'une longue période qui était celle que nous venons de décrire et en train d'entrer dans une autre. C'est osé de dire ça en manquant de recul, mais faisons l'hypothèse. Au niveau syndical. Au niveau syndical. Au niveau du rapport de force patron-ouvrier. Rapport de force. L'unité syndicale. Alors là, il y a l'unité syndicale, Ce qui est exceptionnel. c'est exceptionnel, mais avant même l'unité syndicale pour les retraites, avant même, en 2021-22, il y a un mouvement qui est déjà engagé et qui contribue à retourner le rapport de force. Ouais. Mouvement qui est porté par une remontée de l'économie qui est illusoire puisque c'est un rattrapage. Très illusoire. Pardon? Très illusoire. Très illusoire. Ce n'est qu'un rattrapage parce qu'il y a des millions de gens qui ont perdu un fric fou. Donc, bon, là, ils se rattrapent un peu. Bon, ils ont un peu moins voyagé, tout ça, mais bon. Donc il y a peut-être un changement d'air, mais ça, on ne pourra pas le dire avec sérieux avant plusieurs années quand même. Hein. Et quand même, un des Dans 10 à 20 ans. Un des symptômes, c'est que Beth Borne vient de recevoir les syndicats un par un. Oui. Ah oui. Et tous ont évoqué, même à la télévision, où Dieu sait que c'est pas pro-syndical, la télévision, hein, même nationale, ils ont tous évoqué le fait que peut-être il faudrait des choses communes sur les salaires et le temps de travail. Qui ferait des choses communes? Communes, en intersyndical. D'accord. Mais, Enfin, ils ont discuté, Voilà. mais la réalité, elle est que les syndicats réformistes, mais même la CGT, sont poussés par la base. Oui. CGT qui est très en avance et tout, mais à un moment donné, elle n'écoutait pas sa base. Et si Laurent Berger il a eu l'attitude qu'il a eue, c'est que ça a explosé en bas dessous. Je veux dire, ils ont été obligés, ils en tiennent compte. Je veux dire, pourquoi j'ai cité la CGT, ces provocations de ma part? Bon, j'ai été un des dirigeants, mais je veux dire, c'est pour montrer que même ce syndicat, qui n'est pas réformiste du tout, il était en difficulté, et seulement c'est là-bas. Et l'événement, alors, c'était complètement différent, c'était l'histoire des Gilets jaunes, qui était quand même manipulée par l'extrême droite. Mais on sent que dans le peuple de France, la situation elle ne va plus. Ouais. Je ne sais pas si... Bon, c'est un peu hors sujet, mais regardez les articles qu'il y a eu sur le logement. Vous avez vu dans le département? Catastrophique. À Nice, combien il manque? 20 000 logements. Oui. Sociaux, je parle, oui. Mais moi, je ferais quand même la remarque aussi par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Justement, pendant ces 40 dernières années, il y a eu un flottement. Bon, moi, j'appellerais peut-être ça comme ça, un flottement au niveau des revendications syndicales. Il y a eu sur le plan national, il n'y a pas eu d'unité. C'était entreprise par entreprise. Bon, moi, en plus de ça, je suis dans un département où il y a encore des entreprises, donc de fortes entreprises comme Eurocopter, choses comme ça, toute la pétrochimie, etc. Donc, entreprise par entreprise, ça bataillait. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, effectivement, c'est pas une impression, il y a effectivement une recherche d'unité au niveau syndical poussée par la base, poussée aussi par l'ensemble de la population. L'ensemble de la population qui, syndiquée ou non syndiquée, j'ai envie de dire, a besoin d'un changement. Seulement, c'est contradictoire dans la mesure où, en même temps, sur le plan politique,
on voit une abstention de plus en plus forte. C'est-à-dire qu'il y a là, je ne sais pas comment il faut appeler ça, un antagonisme ou un déséquilibre. Un décalage. Un décalage entre la volonté de la population dans son ensemble, et je parlerai politique ou non politique, syndiqué ou non syndiqué, d'un changement, d'autre chose, d'une autre chose. Et puis d'un autre côté, il y a une proportion, quand il s'agit dans un pays démocratique comme le nôtre, où il y a une délégation de pouvoir naturelle, on est basé sur une délégation de pouvoir représentative, c'est la délégation de pouvoir, mais il y a ce décalage entre aussi le vote des gens qui, attendez, on s'est retrouvé là à des plus de 60% d'abstention au niveau des législatives. Ça veut dire que quelque part, il y a quand même, je crois qu'il va y avoir, comme tu dis, une rétrospective à faire dans un certain temps pour voir exactement ce qui se passe dans les pays déjà. Attention que le changement, ce ne soit pas le RN. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je veux poser le point sur la différence entre les mobilisations qu'il y a depuis le mois de janvier, qui sont non seulement syndicales, mais bon, parce que j'aime les retraités, hein, moi j'ai fait partie de tout ça. Pourtant je suis retraitée, j'ai eu la chance d'avoir la retraite à 60 ans. Moi je veux dire qu'à la limite ça ne m'intéresse plus, 64 ans, qu'ils se débrouillent, je pourrais dire. Bon. Mais, et d'un autre côté, il y a justement cette perte de vitesse, j'ai envie de dire, sur par contre la volonté de véritablement mettre en œuvre politiquement ce que l'on demande socialement. Alors, il y a une chose. Oui. Simplement. Attends, non, vas-y. Oui, non, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, c'est quand même la première fois qu'on a eu des milliers de gens, des millions dans la rue, grâce aux syndicats. Et la gauche a été pendant, et continue, à être politiquement nulle, parce qu'elle n'est pas foutue de réunir 1 million de personnes. Donc il faut absolument qu'on se batte. Et je fais une allusion à propos du Parti communiste français. Il faut voir ce que fait le Parti communiste allemand, entre parenthèses, dont on parle très très peu. Ils ne se présentent pratiquement pas aux élections. Ils sont élus quand même à Berlin. Et il n'empêche qu'ils luttent terriblement et ils ont réussi à persuader, y compris, je te disais ça tout à l'heure, donc les écolos, de faire en sorte que le Parlement allemand taxe comment ça s'appelle déjà, taxe les gros super profits. Des super profits. Non, puis les GAFA. Non, pas seulement. Non, c'est le... Ah merde, c'est le trou là maintenant. Mais en tout cas, ils ont pris une mesure qui empêche les... qui touche au paradis. Ah oui, l'évasion fiscale et autres. Non, les dividendes. Les dividendes, voilà, ça y est. J'étais divisé dans ma tête. Alors, donc, il y a ça qui est important. Et il faut absolument qu'on se batte du côté des syndicats, qu'on continue, parce qu'effectivement, les gens sont motivés. Voir à Nice, moi, j'ai jamais vu ça, enfin, c'est longtemps quand je suis à Nice, avoir la place Masséna pleine, voir quand même des milliers de gens dans la rue, c'est quand même formidable. Et les syndicats, s'ils sont... Théâtre Verdure jusqu'à la gare du Sud, jusqu'à la gare des Sud, plein. Bon, alors, bravo la CGT quand même, et ceux qui ont réussi. Nicole. Ce que je voulais vous dire, c'est que de toute façon, par essence et par définition, et par pratique, les syndicats sont tous réformistes. Parce que leur but, c'est quoi? C'est quand les gens se battent d'arriver à avoir une conversation avec les patronats qui aboutit sur un accord. Oui, donc c'est par essence qu'on est réformiste. Oui, mais c'est pour pas le même rôle. Donc, pour la politique, mon point de vue est différent. J'ai connu la 4ème République très bien. J'ai connu l'avènement de la 5e République. J'ai connu le découpage des circonscriptions. Je vais vous faire un exemple. Je suis dans les Basses-Alpes. Il y a 3 députés. Il y en a un, Marc de Pau, mais il est communiste. Il était à Sainte-Tulle. Ouais, ça va pas, ça.
qu'est-ce qu'on fait? On enlève un morceau de la circonscription, on le noie dans une circonscription de droite, et on colle un morceau de circonscription de droite dans la sienne, jusqu'à ce qu'on lui fasse sauter son poste. Et ça, c'est ce qui s'est passé à Nice. Mais à Nice, en train de se retrouver et retourner contre la droite traditionnelle. C'est-à-dire que c'est le RN maintenant qui gagne. Imaginez qu'à Nice, aux dernières élections, l'homme le plus à gauche qui a été présent, c'est quelqu'un de la France Insoumise, le député qui est sur la liste là, qui a été dans mon secteur à moi. Un secteur où le Front National faisait à l'époque 18% des voix. Il a fait 28% quand même aujourd'hui. Alors elle est arrivée derrière Pradal, mais enfin, c'est le seul endroit de toutes les circonscriptions dans le département de députés où il y a eu quelqu'un de gauche qui est resté au deuxième tour. Je suis désolée de vous le dire. Parce que pourquoi les gens ne vont plus voter? Parce que ça ne sert à rien. Moi j'ai 82 ans, je vote depuis l'âge de 21 ans, puisqu'à l'époque c'était voté, je n'ai jamais été représentée. Jamais, pas une seule fois. Prenez un peu par exemple les ouvriers. Ils sont plus de 12 millions en France, on le sait. Ils sont même plus si on compte les artisans et tout ça. Mais bon, eh bien, combien il y a de députés ouvriers au gouvernement? Voilà. Des employés. Les employés, ils sont plus de 13 millions en France. Combien il y a d'employés de base au gouvernement? Chez les députés, il n'y en a pas. Parce que le découpage de circonscription, c'est une façon de contourner le suffrage. Voilà. Et la proportionnelle, je n'en veux plus. Mais même maintenant, les partis de gauche n'en veulent plus la proportionnelle. Parce que si vous comptez les voix que font les partis de gauche avec la proportionnelle, ils ont encore moins d'élus que ceux Donc la fois prochaine, ce sera, je le rappelle, mercredi 24 prochain, et non pas le 31, comme prévu initialement, donc à la semaine prochaine. Et ensuite, ce sera le 7 juin, et ensuite encore le 28.